La sociologie, devant la critique, c'est un petit peu l'art de naviguer entre le particulier et le général, du général au particulier. Certes, il n'y a pas de petit objet que le sociologue ne puisse ériger en fait social total, selon l'expression de Georges Gurvitch. Il n'empêche que la sociologie a eu beau se dire depuis le milieu des années 60 elle-même critique et s'intéresser à la distinction, les opérations du jugement continuent de lui donner du fil à retordre. Et puisque je parle de distinction, eh bien, il faut en revenir évidemment à cet ouvrage de Pierre Bourdieu de 1979, simplement à un avertissement qui vient dès les premières pages. Il est peu de cas où la sociologie ressemble autant à une psychanalyse sociale que quand elle s'affronte à un objet comme le goût, un des enjeux les plus vitaux des luttes dont le champ de la classe dominante et le champ de production culturelle sont le lieu. Pas seulement parce que le jugement de goût est la manifestation suprême du discernement qui, réconciliant l'entendement et la sensibilité, le pédant qui comprend sans ressentir et le mondain qui jouit sans comprendre, définit l'homme accompli. Pas seulement parce que toutes les bienséances désignent d'avance le projet de définir cet indéfinissable comme une manifestation évidente de philistinisme. La bienséance universitaire, qui de Riegel à Wöfflin, à Élie Faure et Henri Faucillon, et des commentateurs les plus scolaires des classiques aux sémiologues d'avant-garde, impose une lecture formaliste de l'œuvre d'art, aussi bien que la bienséance mondaine, qui, faisant du goût un des indices les plus sûrs de la vraie noblesse, ne peut concevoir qu'on le rapporte à autre chose qu'à lui-même. La sociologie est là, sur le terrain par excellence de la dénégation du social. Alors, en fait, à la sociologie, il lui est relativement aisé d'appréhender tout de même, dans ce vaste domaine des études critiques, la profession du critique, si tant est qu'elle soit circonscrite au journalisme. On a vu que ça n'a jamais été le cas et que ça l'est sans doute encore moins aujourd'hui à l'ère des colloques et des blogs. Venant en renfort à l'histoire culturelle, le sociologue peut cerner des figures d'artistes, d'écrivains, d'esthètes, d'exégètes, d'experts ou d'intermédiaires qui ont contribué à caractériser un style, à définir un genre, à délimiter un champ, à désigner une avant-garde ou plus simplement à consacrer des talents. Elle peut encore s'ingénier, d'ailleurs elle ne s'en prive pas depuis les années 60, toujours avec Pierre Bourdieu et Alain Darbel dans L'amour de l'art, les musées et leur public est un livre qui date de 1966 et qui a représenté un tournant en la matière. Elle peut s'ingénier à dévoiler les déterminants sociaux du goût. Il lui faut alors quitter le terrain des généralités pour envisager des milieux particuliers avec leurs disciplines, leurs conventions, leur hiérarchie, leur environnement, leurs pratiques et leur public, enfin des acteurs singuliers et des vecteurs spécifiques qu'elle se plaît à nommer champ, plutôt du côté des élèves de Pierre Bourdieu, monde, selon l'expression préférée de Howard Baker, marché, dans une appréhension qui serait plutôt celle de Raymond de Moulin et de plusieurs de ses disciples, ou encore cité, pour reprendre le terme emprunté à la sociologie économique par Luc Boltanski. Mais tout autre devient le travail du sociologue lorsqu'il s'efforce d'analyser la fonction critique elle-même dans ses relations intimes, celle qu'à travers une écriture, elle noue avec le processus de création, d'exposition et d'appréciation des œuvres. Alors il doit examiner, concurremment avec l'historien d'art, les étapes d'institutionnalisation des marges et la transformation d'opinions minoritaires en doxa, discuter avec le philosophe des conditions économiques, sociales et culturelles de l'expérience esthétique. Et c'est ainsi qu'il s'aventure dans le domaine du politique. Qu'est-ce qui pourrait, demandent Alain Quémin et Clara Lévy, identifier une sociologie de la critique par rapport à une sociologie de la production artistique, de la réception ou des pratiques culturelles, bref, une sociologie des œuvres. Comme ils l'ont noté, il s'agit plutôt de regarder sociologiquement
des œuvres, c'est-à-dire de jeter le regard des sciences humaines sur des objets complexes et qui échappent un peu à la saisie, et également sur leurs conditions d'effectuation. C'est ce que exprime un petit peu aussi Dominique Reynaud, qui rappelle que l'expression d'œuvre même, œuvre même est un terme de Howard Becker, signifie le refus d'abandonner l'analyse interne à l'histoire de l'art ou à la philosophie de l'art, c'est-à-dire l'esthétique. Mais si il s'agit bien de maintenir cette exigence d'un regard sociologique sur la fonction critique elle-même, il est peut-être prudent quand même de reprendre les choses par le domaine du concret et de se demander, puisque tout de même ce métier existe, comment se constitue, comment évolue, comment se manifeste la profession de critique. Alors c'est par exemple l'enquête que mène actuellement Chantal Meyer-Plantureux et dont elle a rendu compte dans l'ouvrage que j'ai pu diriger après les journées d'études qu'on a consacrées à la critique dans les arts de la scène, en plongeant dans les archives du syndicat de la critique théâtrale, de la critique dramatique, qui s'appelle maintenant syndicat de la critique danse, théâtre, musique. C'est une approche nécessaire, mais qui présente le risque de s'avérer réductrice pour envisager le phénomène critique dans son ensemble. Car la critique est partout chez elle. Elle l'est dans la presse, elle l'est à la faculté, elle l'est aussi, évidemment, parmi les simples amateurs. Alors, je vais parler maintenant sous le contrôle de Dominique Vaugeois, en faisant attention à ce que je dis sur le rapport entre le 19e et le 20e siècle, mais il me semble qu'au XVIIIe et encore au XIXe siècle, la critique pouvait être surtout l'affaire des écrivains, des philosophes, des artistes eux-mêmes, qui s'y employaient dans un entretien sans fin avec les praticiens des autres arts et qui ainsi alimentaient d'interminantes adresses au public lettré, de la conversation des salons aux manifestes publiés dans les revues. Norbert Elias a montré l'importance de cette fonction quand il a travaillé sur la civilisation de l'Occident. De même, et de façon beaucoup plus spécifique en ce qui concerne le XVIIe et le XVIIIe siècle, les travaux de Paul Viala, Naissance de l'écrivain, Sociologie de la littérature à l'art classique, et de Paul Bénichou, Le sacre de l'écrivain 1750-1830, ont montré comment le critique, ou plutôt l'écrivain travaillant dans une perspective critique, accompagne la construction sociale de la valeur artistique. Cet écrivain est polyvalent et polygraphe. Il est poète, auteur de romans, de pièces de théâtre, souvent d'un journal, d'essais, de chroniques. Et il embrasse dans un même regard la peinture, le théâtre et bien sûr la littérature. Le critique de métier, lui, étroitement spécialisé dans cette activité, émerge plutôt dans la deuxième moitié du XIXe siècle, quand le développement de la presse devient concomitant avec l'essor de la civilisation urbaine, la multiplication des théâtres et des galeries, du réverbère au gaz. Ça se passe dans des crissements de freins de l'omnibus, les fumées de la typographie au plomb et le grondement des rotatives. Son prestige social pourra culminer, et Tania Brandao y a fait allusion quand elle parlait des feuilletonistes, mais aussi des lindistes, des soiristes, lorsque le critique s'intéressera à des objets qui sont au cœur de la vie sociale. La pièce de théâtre, en ce qu'elle n'est pas seulement un discours tenu à la société depuis une scène, mais également une prise d'espace au cœur de la ville, un rituel de sociabilité et, bien entendu, le pôle à partir duquel se développent toutes les conversations privées. Mais ce prestige social va décliner et se réduire à certaines étapes du XXe siècle jusqu'à arriver à la situation que nous décrivons aujourd'hui, à savoir qu'il semble qu'il y ait une corrélation entre la restriction ou le rétrécissement de son espace d'expression et l'importance qui peut être donnée
à la fonction qu'elle remplit dans les mondes de l'art eux-mêmes. Cette perte d'influence découle, semble-t-il, d'une conjonction de facteurs qu'il est toujours difficile de superposer, mais enfin qu'il faut bien corréler. D'abord, la dépréciation ou la marginalisation de modes de représentation par rapport à d'autres. Par exemple, la concurrence que le cinéma puis la télévision ont livrée au théâtre ne s'est pas située seulement sur le plan des formes vivantes ou reproduites, fixes ou animées, que le grand et petit écran auraient livré contre le plateau. Elle s'est aussi jouée sur le terrain des sociabilités. La sortie au théâtre, avec son mode immédiat de socialisation de l'opinion, les rencontres dans le foyer, y compris pendant le spectacle lui-même, les saluts et les applaudissements à la fin du spectacle, les soupers dans lesquels on prolonge les impressions de la représentation, tout cela étant peu à peu détrôné par la virée au cinéma, qui implique tout de même un passage dans l'obscurité, un isolement rompu seulement par la prolongation de la soirée dans un café, où on va enfin à nouveau pouvoir mutualiser ses opinions. Quant à la télévision, c'est par l'atomisation dans les foyers qu'elle résout le problème. Le déclin de la presse écrite est un autre de ces phénomènes, au bénéfice de moyens de communication de masse qui, en fonction des pressions économiques et politiques qu'ils ressentent, en sont amenés à laisser d'autant moins de place à l'exégèse et à dévaloriser la place de certaines rubriques par rapport à d'autres. On voit comment, même avec des cahiers des charges censés donner les exigences du mieux-disant culturel, la place de la critique s'est non seulement atrophiée, mais ce temps de la critique également s'est déplacé vers le cœur de la nuit. La hiérarchisation des sujets de l'actualité soumis au débat public est en effet défavorable à la culture dite cultivée, à voir par exemple comment, même dans un journal traditionnellement lu par les classes aisées et instruites, comme Le Figaro, c'est dans les pages Le Figaro et vous, les pages loisirs en quelque sorte, que les critiques culturelles artistiques peuvent trouver asile. La dissociation du public cultivé est également un de ces phénomènes sur lesquels il est important de prêter attention, dans la mesure où, sans doute, la société des gens de lettres, ou le public lettré du tout Paris, se voit aujourd'hui remplacé par un ensemble de différents cercles qui se croisent avec des intersections plus ou moins lâches, et un certain nombre d'entre eux s'éloignant d'ailleurs du cœur de la création artistique. Cette dissociation du public ne touche pas que les milieux les plus instruits ou les plus éduqués, ceux qui disposent du plus fort capital culturel. On voit par exemple que dans la langue même des sociologues et des statisticiens, il est devenu nécessaire, comme une publication du département des études et de la prospective du ministère de la Culture l'avait fait dès la fin des années 80, de mettre systématiquement un S à le public, entre parenthèses, ou quelquefois, comme dans les organigrammes des musées, des théâtres, des auditoriums, on parlera de relations avec les publics et non plus avec le public comme entité. Mais un phénomène qui va toucher aussi de plein fouet le prestige du critique, c'est ce que j'appellerais la distraction des élites, à savoir une certaine forme de préférence culturelle d'élite du monde économique et d'une partie du monde politique également, qui certes continue de courir les foires internationales et les grands salons, voire les galeries, parce qu'il y a là peut-être des œuvres dont la valeur peut être traduite de façon sonnante et trébuchante, mais qui en revanche s'éloignent d'autres lieux où la création semble plutôt évoquer le thème de la gratuité.
ou en tout cas ne pas donner lieu à une quelconque spéculation. On voit dans les analyses de Monique et Michel Pinson-Charlot, qui sont parmi ces rares sociologues à s'intéresser aux riches, par exemple dans les ghettos du Gotha, comment la bourgeoisie défend ses espaces, qui est un ouvrage de 2007, que cette désaffection n'atteint pas que le sommet de la pyramide, mais qu'elle touche une partie assez importante des classes supérieures. Alors, évidemment, tout cela n'est rien à côté des phénomènes beaucoup plus massifs dont Claire Fagnard a déjà donné un aperçu sur le marché de l'art contemporain, que sont la pression des annonceurs, des acheteurs et les différentes manigances des intermédiaires. D'une façon générale, la critique qui a tout de même un certain monopole du savoir se voit aussi concurrencée par un transfert de l'expertise vers des corps de fonctionnaires ou de contractuels travaillant pour les autorités publiques et qui sont chargés de les conseiller également sur la composition d'une collection publique dans l'art contemporain, centre d'art contemporain, FRAC, musée, et bien entendu dans l'octroi des subventions dans le domaine du spectacle ou éventuellement également dans le domaine de l'édition. Alors, évidemment, une sociologie qui serait à ce point matérialiste risquerait franchement de manquer son objectif et de traiter des critiques et non pas de la critique. Et c'est pourquoi il faut certainement prendre en considération aussi les représentations du rôle et des acteurs de cette critique. Il n'y a pas de discours de la critique qui ne soit pas aussi un discours sur la critique. Et cette étude des représentations de la figure du critique, elle a commencé fort tôt et elle a connu ses pépites. Chacun a en tête sans doute la définition que Flaubert donne du critique dans son dictionnaire des idées reçues. Critique, toujours éminent, est censé tout connaître, tout savoir, avoir tout lu, tout vu. Quand il vous déplaît, l'appelez un Aristarque, entre parenthèses, ou eunuque. Alors, ces charges contre la critique mériteraient pratiquement toute une histoire que certains ont d'ailleurs entreprise, et je ne vais même pas la résumer, je voudrais simplement rappeler qu'elle a trouvé d'abord chez Nietzsche, dans ses premières considérations inactuelles, déjà une forme de légitimation, quand il parle non pas là de la critique, ni même de l'histoire de l'art, mais de l'histoire. On peut voir dans sa récusation d'une certaine forme de discours savant un thème qui a été fréquemment utilisé et retourné contre la critique d'art. Du reste, je déteste tout ce qui ne fait que m'instruire, sans augmenter mon activité ou l'animer directement. Ce sont là des paroles, dit Nietzsche, de Goethe, par lesquelles, comme un ceterum censeo courageusement exprimé, pourra débuter notre considération sur la valeur et la non-valeur des études historiques. On y exposera pourquoi l'enseignement, sans la vivification, pourquoi la science qui paralyse l'activité, pourquoi l'histoire, précieux superflu de la connaissance et article de luxe, doivent être sérieusement, selon le mot de Goethe, un objet de haine, parce que nous manquons encore actuellement de ce qu'il y a de plus nécessaire, car le superflu est l'ennemi du nécessaire. Alors, toutes les allusions de Nietzsche au philistinisme cultivé, elles sont reprises à nouveau dans beaucoup d'autres travaux, et d'une certaine façon, on en trouve encore un écho, même dans le travail de Pierre Bourdieu. Je cite à nouveau la distinction. On ne sort pas du jeu de la culture, on se donne quelque chance d'en objectiver la vérité, qu'à condition d'en objectiver aussi complètement que possible les opérations mêmes auxquelles on est obligé d'avoir recours pour réaliser cette objectivation. De te fabula narratur. Ce rappel s'adresse au lecteur, mais aussi aux sociologues. Alors d'un côté, Bourdieu, d'une certaine façon,
renvoie le critique à un commentateur de la fable qui peut fabuler aussi, c'est-à-dire que quelqu'un qui refuse d'indexer la valeur artistique sur des considérations ou des observations sociales. De l'autre côté, il se méfie aussi du sociologue qu'il est ou que sont ses collègues et demande à celui-ci de faire en sorte qu'il soit toujours capable d'objectiver ses propres discours sur la critique et ses représentations. Alors tout cela, évidemment, ce leitmotiv du dénigrement du critique comme artiste raté, quelqu'un l'a dit ce matin, ou comme employé à la cotation des œuvres, cela ressemble à un sport national. Sauf que, en face de cette caricature, siège aussi le portrait du spectateur en critique, car la plupart des études d'esthétique, mais aussi le thème des conversations courantes revient sur la nécessité pour le spectateur de valoriser sa propre expérience, d'en rendre compte et à partir de là d'émettre un jugement de portée générale. La défense, donc ça met ce clivage entre une vision à la fois péjorative du critique et de l'autre côté une aspiration à revendiquer en toute chose et en tout temps le droit à la critique, le droit à juger, eh bien cela met la défense de la profession de critique dans une situation instable. Est-ce que la défense de sa légitimité professionnelle implique de capter une fraction du prestige de l'artiste, au risque de se placer sous la coupe d'autres instances de consécration, ou est-ce qu'elle doit passer avant tout par la lutte pour l'identité et la dignité d'un métier menacé, c'est-à-dire en préservant à toute force son autonomie. Il n'y a pas de solution à ce conflit, mais on voit qu'il continue d'animer une bonne partie de la critique professionnelle, en tout cas de la presse. Mais deux façons encore de voir cette notion de critique. Est-ce qu'on met la fonction critique au singulier ou au pluriel ? Au singulier, ça signifie qu'il s'agit d'appréhender un travail de pensée. En cela, observons que l'écriture critique est étroitement nouée au procès de la création elle-même, de la formulation de ses intentions premières à la discussion de ses effets lointains. Elle est constituante, au sens de instituante, de l'esthétique, une des constituantes de l'esthétique. Cette occupation ne relève pas seulement de la spéculation intellectuelle pour autant, car effectivement, et c'est là qu'on arrive vers le pluriel des fonctions de la critique, il y a divers rôles des acteurs de la critique dans des systèmes socio-professionnels que l'on peut désigner, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, par champ, monde, marché ou cité. Premier de ces rôles, l'éducation ou l'édification du public. Cette pédagogie, toujours orientée par une ambition éducatrice ou émancipatrice, suppose tout de même une attitude en surplomb par rapport au public, critiquée notamment par Frederick Jameson dans le postmodernisme, encore un poste, cher Georges, ou la logique culturelle du capitalisme tardif, c'est un ouvrage qui a été traduit en français seulement en 2007, ou bien plus récemment encore par Jacques Rancière dans Le Spectateur émancipé, 2008, au nom de l'égalité des intelligences. Une fonction de médiation, l'intimité que le critique professe vis-à-vis de l'œuvre, voire l'amitié vis-à-vis de l'artiste, permettant d'acheminer le public au plus près des œuvres ou d'accompagner ce public toujours vers la découverte des artistes. Cependant, si on cherche toujours à objectiver les conditions d'exercice de la critique, il faut reconnaître que cela pose un problème particulier parce qu'en réalité, le temps de la lecture critique n'est pas stricto sensu celui de la réception.
Il la précède ou il la suit le plus souvent. C'est un autre temps de l'interprétation qui a ses propres rites, ses supports et même son public spécifique qui ne coïncide pas nécessairement avec celui de la représentation. Je n'ai pas le temps de développer, mais il y a toute une série de travaux dans le domaine de la médiation culturelle qui montrent ce que certains appellent l'épaisseur et que je préfère appeler la densité des médiations, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas transparentes. Elles ne sont pas simplement la vitrine dans laquelle l'objet est donné à la considération du public. Ou alors, le public peut tourner autour de la vitrine, la considérer comme elle-même un objet digne de sa considération ou de son intérêt. Mais le rôle plus essentiel de la critique, c'est sans doute de travailler à la légitimation d'une discipline, à la reconnaissance d'un créateur, à la promotion d'un genre mineur ou à la consécration d'une institution. À condition, c'est sans doute la fonction que nous avons le plus l'occasion d'étudier pendant ces journées, à condition de se rappeler que cela passe aussi, voire d'abord, par la délégitimation des gloires établies, la contestation des académies, la dénonciation des administrations de l'art et une contradiction par rapport à la critique bourgeoise ou en tout cas une critique des écoles dominantes. Donc il y a un travail de construction de l'autorité morale de l'artiste en rebelle, une sacralisation parfois même de l'artiste en réprouvé, comme l'a fort bien montré Jean Starobinski dans son portrait de l'artiste en saltimbanque, où je rappelle pour les personnes qui n'auraient pas encore lu ce petit livre essentiel, il est question, entre autres, de la fascination des artistes plasticiens, mais aussi d'un certain nombre de littérateurs, pour les artistes du cirque, aussi bien en raison des risques qu'ils prennent qu'en raison de la marginalité à laquelle ils sont relégués. Alors la délimitation d'un champ, le cloisonnement des disciplines, la reconnaissance des avant-gardes ou la constitution d'un répertoire, cela, le critique y contribue, plus particulièrement quand il a un pied dans l'université et que donc des instances d'administration du savoir s'en mêlent. Il y a cependant des différences d'ordre ontologique à rappeler et qui pourraient d'ailleurs ruiner le projet de ce colloque si on s'y attardait un petit peu. Car en effet, de la critique de théâtre ou de la danse à celle de la peinture ou de l'architecture, il y a des ruptures de langage que ne connaît sans doute pas le champ littéraire, puisque nous avons des écrivains qui vont parler de l'écriture et qui vont écrire de l'écriture. Mais il y a aussi des contrastes très forts entre la critique des arts performatifs, qui souvent constitue la seule trace objectivable, pardon pour le néologisme, des œuvres, et la critique des arts plastiques, qui commente ou documente des objets pérennes, et donc, d'une certaine façon, constitue le dossier de la présence de l'œuvre dans la société, alors que la critique de la danse ou la critique du théâtre en constitue parfois l'unique preuve. Donc, oui, bientôt terminé. Alors donc, il y a dans ce travail de la critique, visiblement, quelque chose qui relève de l'instrument, ou plutôt de l'arme, dans une guerre de mouvement esthétique qui mobilise des forces sociales et modifie des positions acquises. On a évoqué tout à l'heure Kandinsky, et donc je voulais simplement rappeler, puisque l'année dernière sont parus dans une traduction, une présentation de Olga Medvedkovska, Kandinsky ou la critique des critiques, les écrits russes de Kandinsky de 1901 à 1911, que les écrits, enfin je lis un tout petit extrait de la présentation que l'auteur fait de son ouvrage. En 1996, Kandinsky renonce à une carrière universitaire à Moscou pour s'inscrire comme étudiant à la très prestigieuse et traditionnaliste Académie des Beaux-Arts de Munich.
déçu par le système artistique institutionnel allemand et le milieu de la critique d'art qui ne répondent pas à ses attentes, il entame la rédaction d'articles envoyés à Moscou pour dénoncer un milieu trop conservateur qui lui fait perdre son temps. Kandinsky est en cela un précurseur, proposant une vision avant-gardiste de l'art. Il imagine un nouveau schéma mettant l'artiste au-dessus de la critique et du public. Ce ne serait plus le marché de l'art qui fixerait les règles, mais l'artiste lui-même. Bon, on est là bien dans ces opérations de la distinction entre l'excellence et la médiocrité, le radical et le banal, la convention et l'invention, la culture d'élite et la culture de masse. Transgresser ces limites, dépasser ces oppositions, réduire ces clivages en miettes est typique d'une entreprise critique qui cherche à établir une relation étroite entre esthétique et politique. Cela passe souvent par une opération complexe qui peut prendre parfois des dizaines d'années et que Erving Goffman, mais aussi Pierre Bourdieu et Passeron ont appelé retournement des stigmates. On en a eu un petit exemple ce matin avec David Buxton sur les séries télévisées. On pourrait y travailler sur la question du cirque, ce que nous nous sommes efforcés de faire en convoquant par exemple Huysmans et Barbet d'Aurevilly dans un ouvrage paru il y a quelques années chez Actes Sud. Le théâtre de rue, on y a fait allusion tout à l'heure avec Jean-Pierre Thibaudat, ou le street art, le hip-hop, le rap. À chaque fois, il y a une appropriation de l'infamie, il y a une revendication des caractères du vulgaire, du populaire, mais aussi, grâce à des facultés de détournement et de parodie, un réemploi, une réutilisation de ces éléments contre l'adversaire. Donc, de ce point de vue, les artistes sont bien les catalyseurs de réaction entre les acteurs d'un champ, et cette fonction critique, simplement, n'appartient plus nécessairement aux critiques. Elle peut être exercée par le commissaire d'exposition, le galeriste, le directeur de musée, le programmateur dans le spectacle vivant. On a cité Germano Celant ce matin et l'Arte Povera. Nommer, c'est classer, c'est ce qu'a fait Pierre Restani avec les nouveaux réalistes. D'une certaine façon, c'est ce qu'a fait Harald Seemann avec cette fameuse exposition When Attitudes Become Form en 1969 à la Kunsthalle de Berne. C'est ce qu'a aussi, à sa manière, peut-être entrepris, Hervé le confirmera sans doute, André Bazin vis-à-vis de la nouvelle vague, mais aussi c'est à l'inverse ce que Antoine Debec avait appelé critique-création à propos de l'attitude de Godard, Rivette et Truffaut, passant de la position de critique à celle de cinéaste et inversement avec une certaine grâce. Voilà. Alors ces fonctions de critique au pluriel ou au singulier, c'est bien discernement, détermination, catégorisation, mais aussi prescription, promotion, communication. Et c'est là tout le problème. On a des opérations qui peuvent avoir des effets en termes de pouvoir, octroi de subventions, institutionnalisation, et d'autres légitimations à travers des académies visibles ou invisibles, selon l'expression de Philippe Urfalino, ce qui confère une position d'autorité. On arrive au pouvoir de la critique, et même parfois des critiques prennent le pouvoir. Ils s'appellent Jean Jaurès ou Léon Blum. Parfois, ils se contentent de d'assumer des positions d'autorité dans des administrations culturelles. Alors, en France, à l'époque de Jacques Lang, il s'appelait Maurice Fleuret, Robert Abirached, Christian Dupavillon, voire Bernard Dort. Mais de l'autre côté, on a aussi une concentration vers un travail de pensée, une reprise des enjeux théoriques de l'art auquel la critique prête son concours. Et donc cela passe évidemment par une réflexion, je saute des pages et des pages, ce n'est pas grave, sur l'expérience esthétique elle-même. Et vraiment,
Je promets que ce sont les dernières secondes. Oui, si nous pouvons rester 10 minutes de plus, il n'y a pas de Absolument. problème. Non, Sinon, on aura 5 minutes de grâce peut-être, mais pas davantage. Alors sinon, il faut... Non, j'y viens. Hein. On a simplement un problème ultime pour définir un programme de la contribution des sciences humaines à l'étude de la fonction critique. Et il est effectivement celui de la qualification de l'expérience esthétique. Si l'on suit Jean-Marie Schaeffer, on sait que celle-ci demande, pour être intensifiée, une suspension de la catégorisation. Or, la critique est généralement travail de classement, de catégorisation, de nomination, de désignation, de délimitation, quelle que soit la sensibilité qu'elle exprime et la perméabilité qui est la sienne par rapport à un monde de l'art en particulier. En quoi la sociologie peut-elle aider à résoudre cette contradiction ? Tout simplement en essayant de démontrer que l'expérience esthétique n'est jamais pure, qu'elle est toujours aussi l'expérience d'un environnement, qu'elle est toujours l'expérience d'un milieu social, qu'elle est toujours située dans le temps, mais aussi qu'elle est toujours ritualisée selon un certain nombre de règles écrites ou non écrites, qu'elle s'adresse à des communautés qui peuvent être parfaitement circonscrites, par exemple les abonnés d'un fanzine de bande dessinée, ou absolument indéterminés, par exemple les lecteurs des forums généralement très peu régulés, très peu modérés, qui s'intéressent aux arts plastiques, au cinéma, aux séries télévisées ou encore au théâtre. Donc, appréhender l'expérience esthétique en complicité, en compagnonnage avec les historiens de l'art et l'esthétique, mais en cherchant à faire apparaître sous une lumière rase tout ce qui compose son grain et tout ce qui fait qu'elle ne se limite jamais à une lecture de l'œuvre, mais aussi à la pénétration d'une situation. Merci.